On va reprendre. On est rendu à la deuxième portion de cette première partie de congrès avec la suite de ce qui nous a été présenté en première partie. On a avec nous le privilège d'avoir l'équipe responsable du programme au ministère de l'Éducation qui s'est saisie du livre d'Étienne et qui a réfléchi, ils ont réfléchi à trois, chacun leur tour, et ils vont nous proposer leur lecture, leur vision et comment un outil comme celui-là peut devenir pertinent dans nos classes en CCQ. Alors, je vous remercie d'accueillir l'équipe de rédaction du programme. Il va y avoir une période de questions et d'échanges après aussi. Merci, Lynn. Merci tout le monde d'être là. On est vraiment content de pouvoir prendre la parole après la conférence d'Étienne Guertin-Tardy de ce matin pour aborder en fait la question de la sociologie dans le programme, ce que ça veut dire, puis quels sont les liens qu'on peut faire entre ce livre-là, puis ce qu'on a à faire quand on enseigne le programme Culture et citoyenneté québécoise. Donc, on est trois aujourd'hui qui sommes là. Donc, moi, Hélène Charron, Mathieu Lisotte et Alexandre... Chenette. On va essayer d'aborder ça dans trois angles différents. Donc, moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Là, déjà, je suis la responsable du programme d'études au MEC, mais accessoirement, j'ai un doctorat en sociologie avec une spécialité en sociologie historique des sciences sociales, donc sur la naissance de la discipline elle-même, et en sociologie du genre et de l'éducation. Fait que je vais aborder un petit peu plus l'angle, c'est quoi la vision de la sociologie qu'Étienne nous propose, puis est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a à faire dans le programme Culture et citoyenneté québécoise. Mathieu va creuser un peu plus dans le programme lui-même, là. Où est-ce qu'on peut voir atterrir ce qui a été proposé ce matin. Puis Alexandre, ça va être plus vraiment le plaisir. Où est-ce qu'on peut trouver du plaisir à travers tout ça? Donc, moi, je vais aborder deux idées principalement. En fait, je vais aborder deux choses principalement là, dans le bref temps qu'on a. Je veux vous rappeler peut-être pourquoi on a choisi la sociologie comme discipline de référence dans le programme Culture et citoyenneté québécoise. Ça va vous permettre peut-être aussi de mesurer je dirais la pertinence de son introduction dans le PFEQ. Puis l'autre chose que j'aimerais faire, c'est revenir peut-être sur deux idées qui ont été partagées par Étienne ce matin et qui me semblent vraiment en phase avec la vision de la sociologie qu'on a dans le programme et que je pense qu'ils sont importantes d'avoir toujours à l'esprit quand on travaille, quand on essaie de construire des tâches d'apprentissage avec les élèves ou je dirais, de notre enseignement. Donc, pourquoi la sociologie dans un programme d'études? Pourquoi on a introduit cette nouvelle discipline-là dans le PFEQ? En fait, comme le montrait Étienne dans sa conférence tout à l'heure, la sociologie, c'est une façon particulière d'observer ou en tout cas de réfléchir sur le monde qui nous entoure, monde qu'on pense souvent déjà connaître parce que notre sens commun, notre vie au quotidien nous amène à développer des connaissances pratiques sur notre monde, mais que quand on l'interroge avec la sociologie, on réalise qu'il est plus complexe qu'on le pensait, puis qu'il y a plein de choses à découvrir derrière cette première évidence de sens commun. Et quand on a commencé les travaux d'élaboration du programme, Lynn t'a dit l'équipe de rédaction, on espère que la rédaction est finie, là, qu'on ait plus... Je sais, mais quand ces travaux-là de rédaction ont commencé, je ne sais pas si tout le monde dans la salle était là, mais ce qu'on avait à faire, entre autres, c'était intégrer 8 thèmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces 8 thèmes-là, qui allaient de la sexualité et du développement personnel jusqu'au droit à la démocratie, l'éco-citoyenneté, le numérique. Puis c'était tous des thèmes qui étaient souvent abordés dans une approche, puis qui le sont encore, là, très normative. Certains diraient là, des thèmes associés aux éducations A, qui sont souvent issus des mouvements sociaux. Souvent, ces thèmes-là aussi, leur entrée dans le PFEQ, sont justifiés comme des moyens d'agir sur des problèmes sociaux, que ce soit la violence, la désinformation, les problèmes avec le système démocratique, le mal-être des jeunes, par exemple. Donc, nous, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est trouver une manière d'introduire ces contenus-là très différents les uns des autres, en les protégeant, si on veut, de postures trop militantes pour éviter
qu'on revienne finalement à des cours de morale dans lesquels on allait dire aux élèves quoi penser à propos d'une panoplie de choses. Il fallait aussi que le programme contribue au développement du dialogue et de la pensée critique, comme vous le savez. Pensée critique ici qui ne renvoie pas à théorie critique en premier lieu, mais vraiment à développement d'une pensée qui est capable de revenir sur elle-même, de se corriger, de s'améliorer en contact d'autres idées, points de vue. Et il fallait aussi placer le Québec au cœur du programme, vous le savez, donc le Québec comme société, comme culture. Il fallait donc qu'on trouve une discipline qui prenait pour objet la culture et qui nous permettait aussi d'aller dans l'empirique, donc dans qu'est-ce que c'est le Québec pour vrai aujourd'hui. Puis enfin, finalement, on ne pouvait plus s'appuyer sur les sciences de la religion, évidemment, puisque l'objet religion passait au deuxième plan et non plus au premier plan comme avant. Puis on ne voulait pas non plus, on a décidé de ne pas s'appuyer sur l'ensemble des sciences humaines et sociales comme ça a été proposé en cours de processus, pour donner une identité propre au programme d'études, qu'on puisse aussi voir clairement quel est l'apport de ce programme-là à la formation finalement au sein du PFEQ, puis aussi permettre au personnel enseignant de développer une identité professionnelle plus uniforme, en raison, entre autres, de la formation initiale qui allait se mettre en place, que si on avait finalement choisi toutes les sciences humaines et sociales, qui là auraient donné lieu à un buffet incroyable de possibilités. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que la sociologie est apparue comme une solution à tous ces risques, si on veut. Une solution qui reconnaît quand même le caractère situé des discours, des perspectives, des savoirs, mais qui donne des outils intellectuels et méthodologiques pour aborder des concepts qui sont politiques sans tomber finalement dans le militantisme ou dans la morale. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Puis la sociologie, je pense que la manière dont Étienne l'a présenté ce matin nous permet vraiment de concrétiser ce projet-là. Donc, il y a deux idées de ce matin que j'aimerais reprendre, puis qui, je pense, sont au cœur de ce qu'on a voulu faire atterrir de la discipline dans le programme. Vous savez qu'au cégep et à l'université, quand on fait de la sociologie, on en parlait ce matin, hein, on voit Marx, Durkheim, Weber. C'est comme, peut-être moins maintenant, mais c'était quand même ça. CCQ, ce n'est pas un programme de sociologie dans ce sens-là. L'objectif, ce n'est pas de faire connaître des auteurs, bien qu'on puisse les mobiliser quand on le fait bien puis que c'est utile. L'objectif de la sociologie dans le programme, c'est vraiment de développer un mode de pensée. Puis il y a deux idées ce matin qui ont été très importantes, qui ont été nommées. Bien, la première, c'est l'aspect donné, c'est l'aspect empirique, c'est la volonté de rapprocher le travail qu'on fait à l'école d'une démarche plus scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sociologie est issue, en fait, de la philosophie. Hein. Elle s'est détachée de la philosophie, justement, à un moment de l'histoire, quelque part à la fin du 19e siècle, où on s'est mis à dire, oui, mais là, il faudrait peut-être comment on peut faire pour vérifier les idées qu'on développe. Et donc, dans le cadre aussi du développement des autres sciences, on s'est dit, on peut développer une science sur le social. Et c'est donc dans ce contexte-là, avec cette exigence scientifique, donc méthodologique, qu'est née la sociologie. Donc, contrairement à la philo, qui est sa sœur, en sociaux, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande, en fait, sur quoi s'appuient nos connaissances empiriquement, dans le réel. Étienne parlait ce matin des hypothèses dans son approche par énigme. Bien, la question, c'est comment on peut aller vérifier nos hypothèses, mais avec des données du réel. On réalise souvent, quand on travaille là, en ce moment, notamment en production de matériel didactique, qu'un des réflexes, c'est souvent d'inventer des situations, de dire on va faire quelque chose qui est réaliste pour développer la pensée sociologique des élèves. Mais en sociaux, ce qu'on souhaite, c'est de vraiment mobiliser des traces du réel pour faire nos apprentissages. Donc, ce que propose le livre d'Étienne, c'est vraiment ça. Hein? C'est vraiment de montrer comment une démarche d'enquête par énigme, appuyée sur des données, permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, avant de se positionner par rapport à ce qui devrait être. C'est aussi ces données-là qui nous permettent d'être bien ancrés dans le contexte québécois. Vous le savez, le programme ne propose pas une définition en 6 points de ce que c'est la culture québécoise. Le pari qu'on a fait, c'est de dire
La culture, c'est ce qui se vit au Québec, c'est les manières de penser, d'agir, de ressentir qui particularisent la société québécoise. Puis ça, c'est à travers les données qu'on peut aller le chercher. Puis parfois, on va se dire, oui, mais ça particularise-tu vraiment le Québec? La question des prénoms, la question de l'année du mois de naissance, par exemple. T'sais, on pourrait dire non, mais oui quand même, parce que ces petites variations-là qu'on va pouvoir avoir entre les mains avec des données québécoises, bien, c'est ça qui fait la particularité du Québec. Souvent, la particularité du Québec, ce n'est pas dans des grandes différences, c'est justement dans ces petits déplacements-là qui fait que c'est légèrement différent ici, mais c'est ça qui nous intéresse pour penser notre société à nous. Toute l'histoire de la sociologie de Durkheim à Weber jusqu'à aujourd'hui est traversée par cette préoccupation-là de définir la sociologie d'abord comme une démarche de connaissance plutôt qu'une démarche normative de positionnement, de jugement de valeur ou de prescription. Le sociologue Bernard Lahire le dit assez simplement dans un livre qui s'appelle « Pour la sociologie », le savant ou le sociologue étudie ce qui est et n'a pas à apprécier si ce qui est bien ou mal, ce qui relève davantage de l'éthicien ou du politicien. Donc, dans le programme, ça tombe bien, on a cette autre compétence-là qui nous permet justement d'aller faire cette réflexion éthique-là, mais qui appartient à une autre compétence. C'est toutefois important de se dire, peut-être, parce que je pense que des fois, ça peut être quelque chose qui n'est pas évident, de dire que cette opposition-là entre comprendre et se positionner, ça ne se ramène pas à une opposition entre être objectif et être subjectif. Hein. On est toujours engagé dans le processus de connaissance, donc le sujet, il est toujours là. Mais c'est des démarches qui sont différentes avec des visées différentes et on va pouvoir les distinguer avec justement la manière de travailler puis la façon d'aller chercher de l'information empirique dans le cas de comprendre et au contraire un travail davantage sur les points de vue et sur le positionnement dans l'autre compétence. Donc ça, c'est le premier point, je pense, qui est très important dans le programme et qui vient distinguer le programme Culture et citoyenneté de d'autres programmes à l'école. Mais le deuxième point sur lequel, et j'étais très contente, ceux qui me connaissent ont dû le deviner ce matin, mais le deuxième point, je pense, de la conférence, mais de tout le travail d'Étienne qui est extrêmement aligné sur ce qu'on fait dans CCQ, c'est la place accordée au concept de relations sociales. Donc, toute la question de la pensée relationnelle, qui est au cœur de son travail, qui est au cœur de la sociologie, en fait. Mais des fois, il n'est pas aussi clairement présenté. C'est vraiment ce qui caractérise la manière, la manière dont on a fait atterrir la discipline dans la compétence où on nomme pas la sociologie. Mais le fait qu'il y a une composante qui s'appelle « Analyser les relations sociales », c'est cette composante-là qui fait que ce programme-là est différent d'un programme d'histoire ou de sciences de la nature dans lequel on va aussi aller chercher des données pour interpréter le monde. Ce qui est différent dans Culture et citoyenneté québécoise, c'est que ce qu'on va mettre au cœur de notre analyse, c'est les relations sociales. Puis une des grandes évidences, en fait, ce que ça fait, ça, travailler avec une pensée relationnelle, c'est que ça permet justement d'aller voir au-delà de notre sens commun, d'aller voir derrière ce qu'on a intériorisé à travers la socialisation comme les choses qui vont de soi puis qu'on ne voit plus comme sociales. Étienne en a nommé plusieurs, mais il y en a plein d'autres. En fait, le programme en entier, tous les objets du programme peuvent être construits en énigmes sociologiques parce que le sens commun, tous ces objets-là, les voit justement avec une lunette qui ramène souvent l'individu au centre et qui fait qu'on ne voit plus que c'est le produit d'une société et d'une culture. Un des plus grands mythes, un des plus grands mythes que vient déconstruire l'analyse sociologique, c'est justement, puis tu en as parlé tout à l'heure, Étienne, la fiction libérale de l'individu. Le sens commun, la culture populaire nous rappelle sans cesse que les individus sont autonomes, libres, responsables de leur destin, de leur choix, de leur identité, de leur bien-être.
Mais donc, ce que la sociologie montre et ce dont parlait Étienne ce matin, c'est que les individus, en fait, sont produits par le milieu duquel ils émergent, que les choix individuels sont organisés par des logiques sociales qui viennent limiter les possibilités, puis le libre arbitre à quelque part. Et au départ, cette idée-là, peut-être que ça vous a fait ça à vous, mais souvent avec les étudiants, c'est ce que ça fait aussi. Puis en discutant parfois avec des collègues, on a pu l'observer. C'est une idée choquante au premier abord parce que ça peut nous donner l'impression que ça vient nous enlever quelque chose. Mais au contraire, l'analyse sociologique, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de mieux comprendre ces logiques-là, ces dynamiques-là, et ça nous redonne une forme de pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'en comprenant les mécanismes à l'œuvre, on sait où il y a des choses qui peuvent changer, puis où il y a des choses qui peuvent plus difficilement changer. Et donc, mais pour ça, c'est la deuxième étape, on va dire, de l'initiation à la sociologie. Et tout, je le disais, je viens de le dire, tous les objets du programme peuvent être mis en énigme comme le faisait Étienne. Tout ce qui est perçu comme éminemment individuel. Hein, puis on a toute une liste de thèmes dans le programme qui se rapportent davantage à l'individu et aux relations interpersonnelles. Ceux-là, l'exercice justement de les mettre en énigme pour voir le social derrière est particulièrement intéressant. Tout ce qui touche les relations amoureuses et la sexualité, qui, pour les individus, souvent est perçu comme très personnel, les affiliations, le fait de voter, pour qui on vote aux élections, par exemple, ça aussi, c'est la même chose. C'est beaucoup plus qu'un choix individuel, ça témoigne vraiment de notre milieu d'origine ou l'adhésion à une idéologie ou à une autre. Bref, toutes ces réalités-là peuvent se travailler sociologiquement. Et sauf que c'est l'acte de l'enseignant. Puis je pense que vous l'avez vu avec Étienne, l'analyse, elle est guidée. L'analyse, ce n'est pas une analyse par découverte strictement, parce que quand on ne sait pas où regarder, bien, on va confirmer nos évidences premières. Donc, c'est vraiment le travail justement de l'enseignant de faire les liens, de s'assurer que les bons éléments puissent permettre aux élèves justement de voir ce qui n'était peut-être pas perceptible au premier abord. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, et ce que tu en penses, Sylvane, qui est ici avant nous, mais les étudiants qui sont en contact avec des enseignants de sociologie souvent vivent ce moment magique où ils ont l'impression de se faire révéler l'envers du décor. Puis où là, tout d'un coup, d'abord, leur premier réflexe, ça va être de penser que tout est déterminé socialement. Après ça, ils vont revenir un petit peu plus vers une forme de nuance où il y a une marge de manœuvre individuelle qui reste observable dans l'essentiel des situations. Mais donc, ce moment enchanté où les élèves ont vraiment l'impression d'avoir accès à d'autres choses, c'est vraiment magique. Puis, je pense que c'est important de le dire parce que ça participe au plaisir de l'enseignement de cette discipline-là. Donc, ça, je l'ai dit. Sauf que cette composante-là, cette nouvelle discipline-là dans le programme, c'est clair que ça va demander de l'appropriation, que ça ne va pas de soi. Puis je l'ai entendu tout à l'heure dans des commentaires au micro. C'est normal que tout ne soit pas prêt puis qu'on ne soit pas capable de faire ce qu'Étienne fait parce qu'il l'enseigne depuis des années, dès cette année, dès l'année prochaine. C'est vraiment un processus qui est lent, qui se fait une étape à la fois, qui va profiter beaucoup de la collectivisation des outils qu'on est en train de développer puis qui sont développés dans le réseau en ce moment pour permettre vraiment qu'à terme, dans 5, 6, 7 ans, on soit capable là, collectivement vraiment de se dire hey, on fait ce qui est prévu au programme. En attendant, bien, il faut s'inspirer des ouvrages comme ceux d'Étienne. Il faut se rappeler les deux idées principales, hein? Appuyer ce qu'on fait sur des données, puis essayer de s'inscrire dans une pensée relationnelle. Ça veut dire se dire de toujours avoir le réflexe d'essayer de rattacher ce qui nous intéresse, ce qu'on regarde comme objet, à ce à quoi il est relié dans le monde social. Tu sais, ce que ça veut dire plus concrètement, là, c'est que la pensée relationnelle, tu l'as vraiment montré, je trouve, avec
avec la question des joueurs de hockey. Tu sais, les bons joueurs de hockey, ils jouent avec des moins bons joueurs. Ils jouent avec des joueurs plus jeunes, plus vieux. Mais ça, c'est vrai pour tout. Tu sais, dans notre société, quand on s'intéresse à la pauvreté, bien, la pauvreté n'existe que parce qu'il y a une autre catégorie de personnes qu'on considère comme des gens riches. Sans gens riches, il n'y a pas de gens pauvres, puis sans gens pauvres, il n'y a pas de gens riches. Le féminin et le masculin, c'est la même chose. Hein? Quand on transforme la conception qu'on se fait de la féminité, ça a un effet sur ce qu'on pense de la masculinité. Donc, ces éléments-là sont toujours reliés. Puis, il y en a plusieurs. Là, hein? C'est jamais juste une logique comme ça. Mais de développer ce réflexe-là chez vous, puis ensuite chez les élèves, c'est ça le sens de la sociologie dans le programme Culture et citoyenneté québécoise. Ce n'est pas la maîtrise d'un ensemble de savoirs, de théories puis d'auteurs. C'est vraiment d'aller s'inspirer à différentes sources pour trouver des exemples parlants de cette façon de voir les choses-là, pour finalement s'inscrire vraiment de façon cohérente dans le programme Culture et citoyenneté québécoise. Pour préparer les élèves à l'exercice de la citoyenneté, il ne suffit pas de leur laisser la parole, de leur apprendre à construire des raisonnements qui ont des liens logiques solides entre eux. Il faut leur permettre d'acquérir une meilleure compréhension critique dans la société dans laquelle ils vivent et où ils exercent leur citoyenneté. Puis dans le fond, la sociologie, c'est ce qu'elle permet de faire dans le programme CCQ, parce que la compréhension critique, bien, c'est vraiment la compréhension qui va au-delà de leur conception initiale. Fait que je m'arrête là. Je vais permettre à Mathieu justement de voir comment ce que Étienne ce matin, ce matin présentait, de voir comment ça s'ancre dans le programme, vraiment dans nos composantes et dans les explications de chacune d'entre elles. Fait que merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de voir autant de personnes. À chaque année, c'est comme la grande fête, la PCCQ. Je suis vraiment content d'être ici ce matin. Je vais placer un peu les choses, donc l'angle avec lequel je vais aborder la situation. Déjà, d'une part, ce qui est intéressant de la présentation de ce matin, c'est que la sociologie, si on a étudié en sciences humaines au cégep, on a eu des cours. Même si on n'a pas étudié en sciences humaines, on sait que ça existe, mais c'est une discipline qui existe au cégep, à l'université depuis longtemps. Il y a une didactique qui existe au cégep et à l'université, une façon de l'enseigner, des objectifs qui sont précis. Puis au secondaire, bien, c'est une nouvelle didactique. On commence à enseigner la sociologie. Puis, l'objectif, Alexandre, je pense que tu pourrais changer de diapo. L'objectif, c'est de voir comment, puis de construire ça. Puis ça commence. On est au balbutiement de cette discipline-là. Il y a eu le même phénomène avec l'arrivée d'éthique et culture religieuse. L'éthique, c'était une nouvelle didactique qui était à construire à partir de 2008. Donc, pour mon bloc, je vais surtout m'attarder à l'aspect d'analyser les relations sociales, de montrer comment ça s'inscrit dans cette composante-là, parce que c'est vraiment dans l'idée de la pensée relationnelle qu'Hélène a parlé, puis dans l'angle que Étienne aussi a présenté ce matin. Un des éléments je pense, qui est important de garder en tête quand on enseigne, Hélène a parlé de vraies données par rapport aux données qu'on invente. Des fois, ça peut paraître tentant en sociaux de dire ben, je les ai pas trouvés. C'est beaucoup de travail de chercher, puis on ne saura pas nécessairement où aller se plonger pour avoir des vraies données. Effectivement, ça demande un certain temps, mais si on invente des données, ben, la validité de ce qu'on va aborder en classe est un peu arbitraire. Peut-être qu'on y va justement sur notre sens commun. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. Puis aussi, c'est de garder en tête que quand on va de garder des objectifs liés au programme sans nécessairement toujours insister sur ces éléments-là avec les élèves, mais que nous, on ait en tête ce qu'on est en train d'aborder dans le programme. Parce que si on fait juste parler des années de naissance des joueurs de hockey, puis qu'on parle de ça avec les élèves sans avoir des éléments conceptuels puis des composantes de compétences du programme qu'on travaille, bien, l'élève, il revient à la maison le soir, puis ses parents demandent qu'est-ce que ça fait à l'école aujourd'hui. Bon, on a parlé des joueurs de hockey, là, puis c'est ça, là, les joueurs de hockey sont nés au mois de mai.
plus tôt, là, tout dépendamment, mais tu sais, ça reste quelque chose qui est banal, qui est arbitraire, puis on veut pas ça en tant que société, puis on veut pas ça en tant qu'enseignant non plus, que les parents, à la rencontre des bulletins, ils viennent puis ils nous disent ouais, ben fait que comme ça, vous parlez des joueurs de hockey. Puis on veut développer des apprentissages puis des compétences qui vont plus loin que ces éléments-là, qui, eux, viennent nourrir la machine un peu, la machine de compétences, le programme, puis ce qu'on va faire dans le contexte de la classe. Ce qu'on veut que les élèves retiennent, puis discutent avec leurs parents le soir, ça va être d'utiliser les concepts, de parler de facteurs sociaux, de déterminants, ou de choses comme ça. Puis vous trouverez la manière de l'amener. Il y a une transposition didactique interne qui sera propre à votre classe, mais de garder cet objectif-là pour aller au-delà de l'élément accrocheur que lui, on va se servir pour que les élèves soient contents d'être là dans la classe puis qu'ils réalisent les vrais apprentissages qu'on veut. Donc, c'est un peu pour vous donner des outils pour justifier les choix pédagogiques que vous allez faire, que je vais présenter ce que je vais faire, puis de voir comment les différents exemples présentés ce matin, mais qui sont aussi présents dans le livre, s'inscrivent dans le programme. Donc, je vais peut-être spoiler quelques petites choses. Même si tu n'étais pas d'accord, je le ferai. J'ai le micro. Donc, première des choses, bon, très tôt dans le livre, on parle d'imagination sociologique. Je trouve ça, c'est une belle appellation. Comment ça s'inscrit dans le programme? Bien, c'est l'idée de faire des liens. Puis quand on est dans l'analyse des relations sociales, c'est de les voir, ces liens-là. Pour moi, c'est un peu ça aussi, l'imagination sociologique, c'est d'aller trouver, de chercher où sont ces différents liens-là. Donc, faire des liens entre la réalité, ce qu'on observe, visuellement, en observation directe, mais aussi ce qu'on va observer dans des données textuelles ou des données statistiques. Donc, faire des liens entre la réalité et les individus, les groupes et les institutions, comme on voit dans une des explicitations du programme. Donc, on va regarder ça à travers les normes, entre autres, et puis je reviendrai là-dessus tantôt. Un autre élément qui est mentionné régulièrement dans le livre, mais que dès qu'on lit des trucs sur la sociologie qui reviennent, c'est l'idée de voir derrière le social, de voir les fils invisibles, c'est une autre expression qui revient régulièrement. Donc, de voir derrière des évidences. L'âge, c'est un très bon exemple, puis je ne vais pas développer, mais l'âge donc qui se cache derrière l'année scolaire, le hockey, bien, c'est des exemples de ça. L'âge, c'est un fait qui est biologique à la base. Tu nais à un moment donné, puis là, on pourrait dire même scientifique, dans le sens on fait le tour du Soleil un temps de nombre de fois. Si on était sur une autre planète, ça serait autre chose. Mais c'est aussi, puis c'est ça notre angle en C1, en sociaux, c'est de regarder l'âge comme un fait social. Donc, l'année scolaire, les années d'inscription au hockey, au soccer, c'en est, mais aussi le fait de se définir comme un enfant ou comment on définit un enfant versus un adolescent versus un adulte, c'est des faits sociaux, puis ça varie à travers le temps, puis ça varie à travers les sociétés. Juste depuis que moi, je suis jeune, bien, il y a un autre terme qui est arrivé qui est adolescent. Donc, ça démontre les adolescents, donc qui est le fait d'être un jeune adulte, mais qui se comporte un peu comme un adolescent. Quand j'avais 15 ans, 20 ans, on ne parlait pas vraiment de ce phénomène-là. Puis maintenant, la majorité d'entre vous savez probablement de quoi il est question. Donc, ça montre que c'est quelque chose l'âge, ou la manière de définir les catégories d'âge qui évolue plutôt à travers le temps. Quand est-ce qu'ont lieu les naissances aussi? Parce que là, ce qui est intéressant avec les données, c'est des données brutes, le nombre de joueurs de hockey qui naissent à une époque de l'année versus à une autre. Mais en même temps, on pourrait croiser ça avec le nombre de naissances qu'il y a dans une année. À quel mois, donc, il y a le plus de naissances? Puis si vous allez voir les statistiques qui se trouvent assez facilement, on voit que c'est dans les mois de juillet, août et septembre qu'il y a le plus de données. Donc, si on ajoute ça aux données de joueurs de hockey en plus, bien, ça augmente l'importance, bref, des anomalies qui surviennent à ce moment-là de l'année. Mais les comportements des adultes, qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de naissances dans ces mois-là? Bien, ça relève aussi d'un fait social. Donc, les comportements des adultes, le planning des naissances qui est fait par les parents. Donc, tous ces éléments entrent en ligne de compte. Donc,
ça, c'est des catégories d'âge, mais il y a beaucoup plus d'éléments qu'on peut considérer comme ça, qu'on rentrerait dans une catégorie de structure sociale, des choses qui influencent la vie quotidienne sans qu'on le sache véritablement ou sans qu'on le sache sans s'y attarder. Autre élément dans l'analyse des relations sociales qui intervient, c'est qu'on demande aux élèves de situer les relations dans le temps et dans l'espace. Un des éléments qui a été un peu abordé ce matin, c'est le sourire. Dans le livre, on dit que la signification du sourire varie à travers le temps et aussi dans l'espace, donc d'une société à l'autre. Et puis, c'est le concept d'espace public qui permet de démontrer ça. Donc, dans le programme, on a ça dès secondaire 1. Ça ne veut pas dire qu'on peut nécessairement prendre cet exemple-là puis partir sur une SAE de 3-4 cours sur le sourire. Mais merci beaucoup. Je suis content. Mais c'est un exemple, c'est des éléments comme ça qu'on peut prendre pour exemplifier des fois, pour comprendre justement des variations dans le temps, des variations dans l'espace. Puis qui viennent nourrir, par exemple, la manière de se représenter à l'autre. Donc, par exemple, en 4e secondaire, bien, on va avoir la présentation de soi en ligne. Donc, on peut avoir des éléments comme ceux-là qui vont venir ponctuer, qui vont venir exemplifier des différents concepts, différentes réalités aussi. J'ai sauté une des explicitations qui est celle de caractériser des relations entre des personnes, des groupes et des institutions. Puis c'est peut-être celle qui est la plus complexe pour beaucoup de monde avec qui on travaille. Qui dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qui se questionne, qu'est-ce qu'on fait quand on caractérise des relations entre des individus, des groupes et des institutions? Ça peut sembler complexe. Une des choses qui est très bien faite puis qui est importante de faire quand on fait ça, c'est de bien décrire, de travailler à partir d'une bonne description. Donc, on peut demander aux élèves de décrire eux-mêmes des observations qu'ils ont faites ou on peut prendre une description qui existe déjà pour le faire. Il y a d'autres façons de travailler, mais ça en sont deux. Et dans le livre, là, moi, je lève mon chapeau. Quand j'ai lu ça, j'ai adoré un passage où on parle on se questionne pourquoi les prisonniers sont plus croyants. Pourquoi les pratiques religieuses des prisonniers sont plus grandes à la prison qu'à l'extérieur de la prison. Et dans cette section-là, il y a une très bonne description pour les caractéristiques de l'environnement. Donc, ici, c'est les institutions qu'on est en train de décrire, donc, là, très brièvement, mais on comprend très rapidement que la prison, bon, c'est un endroit qui est aseptisé, qui est bruyant, qui est surveillé. Il y a des cris, il y a des gens qui cognent. Donc, il y a beaucoup de bruit. Et à la chapelle qu'il y a dans la prison, qui se retrouve dans la prison, c'est un endroit qui est coloré, qui est calme, qui est non surveillé. Les prisons qui sont un peu partout, plutôt les caméras qui sont un peu partout dans la prison ne sont pas présentes dans la chapelle, ce qui change complètement les relations qu'il y a entre les individus, donc les prisonniers et les membres du clergé là, qui sont sur place, le pasteur, les différents c'est ça, membres du clergé qui sont présents parce qu'il y a plusieurs cultes là, qui peuvent venir utiliser la chapelle. Donc, on vient de cette façon-là, d'une part, contextualiser, situer dans l'espace, dans ce cas-ci, dans le temps aussi, parce que c'est à certains moments de la journée, mais les relations qu'il y a entre les individus vont varier en raison des institutions, de la manière dont c'est construit, de la manière dont c'est surveillé. Donc, tous ces éléments-là interagissent. Donc voilà, pour ça, je trouve vraiment, je lève mon chapeau là, parce que c'est un très bon passage. Puis, ça ici, bon, je pense que ça, je vais regarder le temps. Je vais sauter un petit bout. Non, mais je ne veux pas me répéter non plus, là, c'est ça qui arrive.
J'ai parlé tantôt des facteurs sociaux. En CCQ, en C1, c'est un élément qui est important. C'est pas présent dans le programme. On ne retrouve pas, si vous cherchez déterminants sociaux, ce ne sera pas là. Mais c'est un peu, si on veut, du curriculum caché peut-être, là. C'est entre les lignes, c'est présent. On veut que les élèves soient capables de voir, d'étudier des phénomènes en s'intéressant au statut social, au genre, à l'âge, qui sont tous des faits sociaux, mais les goûts aussi. Donc, c'est des choix. Des fois, on fait des choix individuels, mais qui sont nécessairement sociaux. Puis, le dégoût, c'est un exemple. Le dégoût des prénoms qui a été présenté, mais les textures également. Qu'est-ce qu'on mange? Donc, quand on voyage un peu d'une culture à l'autre, si vous allez dans des marchés de rue en Chine, puis que vous voyez certains éléments, bien, ça va paraître complètement dégoûtant, alors que pour la culture, pour les personnes locales, ça va sembler appétissant, puis ça va peut-être même être un mets traditionnel très apprécié par les gens là-bas. Donc, les préférences comme ça, c'est lié à la socialisation, à l'identité, à l'habitus, la culture première, la culture seconde. Puis ça, c'est présent dans le programme en secondaire 1, dans le thème identité et appartenance. Puis c'est un élément, ça, je pense que je ne peux pas insister trop là-dessus, c'est que ça revient d'une année à l'autre. Donc, en secondaire 2, on ne retrouve pas ces éléments-là conceptuels, mais ils reviennent. C'est nécessaire pour aborder les éléments qu'on retrouve en secondaire 2, en secondaire 4, en secondaire 5, de revenir sur ces bases-là, de les mobiliser avec les élèves. Puis, en année d'implantation, vous avez des élèves en secondaire 2, en secondaire 4, en secondaire 5 qui n'ont pas eu ces éléments-là. Bien, ça vaut le temps, ça vaut la peine de s'arrêter là-dessus puis de développer ces apprentissages-là, parce que on ne peut pas réfléchir aux groupes sociaux en 5e secondaire sans comprendre d'abord la socialisation. Donc, ça vaut la peine d'adapter un peu notre enseignement pour les premières années. Puis, bien, je vais y aller. Je vais terminer avec ma conclusion. C'est sûr que l'ouvrage comme tel, ce n'est pas un clé en main qu'on peut utiliser pour aborder, pour faire notre enseignement, pour baser notre enseignement en CCQ. Ce n'est pas explicitement basé sur les compétences, évidemment. Les objets d'étude ne sont pas toujours liés explicitement au programme non plus, mais on peut s'en servir parfois comme exemplification. Donc, c'est une bonne source pour ça. Ça démontre bien la pertinence aussi d'avoir recours à d'autres contextes. Donc, il y a un chapitre où on compare le Québec avec les États-Unis sur les soins de santé, l'espérance de vie. Donc, c'est possible, puis c'est pertinent de le faire en CCQ, de comparer avec d'autres contextes québécois d'une autre époque ou ailleurs dans le monde pour mettre en relief, pour bien comprendre les spécificités de la société québécoise actuelle. Puis je vais terminer en faisant une passe sur la palette à Alexandre, mais évidemment, c'est un ouvrage qui permet d'inspirer un peu sur la démarche. Je suis persuadé que vous avez fait plein de liens justement avec l'approche proposée de poser une question, d'avoir un postulat, de se questionner une hypothèse, donc de se questionner à savoir si c'est vrai. Mais c'est ça qu'on fait dans le programme. On pose une question provisoire, on a une réponse provisoire par la suite, et puis on va avoir une interprétation nuancée à la fin. L'objectif, c'est d'arriver à une interprétation nuancée. Il n'y a personne qui a écouté la présentation ce matin et qui s'est dit « Et voilà pourquoi il n'y a aucun Kevin qui ne devient médecin. » C'est vraiment un bon public, là, ici. Je la recommande. Là, dès que vous faites une présentation, je vais la payer plus cher que prévu. Mais l'interprétation nuancée, c'est ça qu'on veut que les élèves développent dans le cadre du programme. On veut qu'ils sortent en ayant une compréhension fine, avec des nuances, de se dire, bien, c'est pas parce que je m'appelle Antoine que je vais devenir nécessairement médecin, puis c'est pas parce que je m'appelle Kevin que les dés sont joués, que mon sort est joué. C'est le cas pour l'ensemble des apprentissages qu'on veut que les élèves développent dans le cours, d'avoir cette interprétation nuancée-là. Et je pense que l'ouvrage, c'en est un bon exemple. Donc, voilà, c'est un peu une infopub, finalement, mais c'est vraiment intéressant de le lire avec les lunettes d'un enseignant de CCQ pour voir où est-ce que le programme s'inscrit là-dedans. Voilà. Allô? Comme une commission parlementaire.
Je vais être encore plus infopub, je pense, sur le livre, parce que mon intervention va être vraiment plus courte que celle. Merci Hélène et Mathieu. Mais j'avais le goût de parler de 2 trucs. D'abord, la réception, comment j'ai connu le livre, ma relation avec l'ouvrage. Puis, l'idée centrale, celle qui m'a fait le plus triper du livre, puis Étienne en a parlé, de rendre l'enquête socio-ludique et motivante. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de triper à apprendre. De mon expérience, c'est souvent là que les élèves, quand ils embarquent puis ils ont du plaisir puis ils veulent en faire davantage, c'est là qu'on est capable là, d'aller très loin. Donc, pour contexte, quand j'ai entendu parler du livre à sa sortie en septembre, ça faisait déjà 2-3 ans que... Parce que moi, je suis plus issu de la philo. Donc, quand j'ai appris que la socio arrivait dans CCQ, j'ai voulu faire du rattrapage. Puis j'avais eu un cours ou 2 de socio dont je me rappelais plus tant au cégep, mais la prof de l'époque n'avait pas réussi à transmettre une passion. J'avais pas vraiment accroché. Là, je pense que j'avais passé, là, mais c'est rien à voir avec la nouvelle passion que j'ai développée il y a 3 ans maintenant pour la sociologie. Fait que beaucoup de rattrapage, d'ouvrages, de trucs, mais souvent, c'est des histoires des grands penseurs, des grands courants, des trucs comme ça, ou des ouvrages tellement pointus, nichés, pompeux, des choses comme tu fais comme, OK, j'ai passé beaucoup de temps pour... Qu'est-ce qui me reste à la lecture de tous ces ouvrages-là? Fait que quand j'ai vu qu'il y avait un livre québécois fait, ça paraît que c'est fait par un pédagogue. On voit qu'il enseigne à des jeunes. Moi, j'enseignais beaucoup 4-5 aussi, là, fait que... J'ai vraiment connecté avec l'ouvrage d'Étienne. J'étais comme, c'est ça le trip, là, de rendre des choses complexes, digestes, tripantes, accessibles pour les élèves, de leur faire voir ce déclic-là de la socio, de comme, wow, ça fait 15 ans que je pense, j'ai des évidences que je ne questionne pas, tant que je pense que c'est ça la vie, des choses comme ça. Puis là, je commence à creuser puis à avoir ce regard-là. Moi, j'ai peut-être déjà nommé, mais ça faisait la même chose à l'époque en ECR avec ce qui s'appelait les entraves au dialogue, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, les erreurs de raisonnement, une fois qu'ils les apprennent, après ça, ils sont comme « Hey, monsieur, je l'ai spoté là, comme ça. » J'ai pas encore eu la chance d'avoir mes élèves en CCQ depuis que le programme est disponible puis est enseigné, mais j'ai le feeling vraiment intense que c'est ça qui va se passer. Puis, on disait tantôt, c'est beaucoup, tu sais, faut trouver les données, c'est beaucoup de travail, des trucs comme ça. Puis c'est sûr, là, arriver avec des chapitres comme Étienne a fait, là, c'est du travail, tu sais, il doit avoir travaillé comme un fou pour arriver à ce truc-là. Fait qu'on peut pas s'attendre la première année que nous, on ait des chapitres de cette qualité-là, mais ça m'a vraiment donné le goût de commencer tranquillement à aller vers là. Fait que la première année, là, ta question qui motive, là, ce début d'enquête-là pour stimuler les élèves, n'est peut-être pas si bonne que ça, puis tu n'as peut-être pas un super dossier documentaire, mais ce qui est important à CCQ, c'est d'incarner la posture d'humilité, c'est d'avoir les bons réflexes, puis de nous développer notre compétence, notre C1, notre sociologique. Fait que si on la comprend bien, puis on le montre aux élèves, puis on le travaille avec eux autres, mais ça va se raffiner. On s'entend qu'on voudrait être les top la première année. Mais je pense que ce qui est vraiment super important, c'est de comprendre cette sociologie-là, ce regard sociologique, tout ce dont on se parle, la pensée relationnelle. Une fois que tu l'incarnes, plus tu fais « OK, ouais, maintenant, moi aussi, j'ai ce réflexe-là de voir ça partout », comme Étienne nous a aidé ce matin. Mais après ça, tu peux nuancer avec les élèves ce qui vont sortir, des trucs comme ça, ramener l'individu au collectif, etc. Donc, de pouvoir les aider, les accompagner là-dedans. Donc, j'ai dévoré ce livre-là d'un bout à l'autre. Ça se lit super, ça se lit d'une traite, là. C'est vraiment bon. Donc, puis j'ai dit à Lynn, si jamais vous n'avez pas de conférencier, ou en tout cas vous n'avez pas trouvé, je pense que Étienne, ce serait un bon truc parce que c'est un peu le nerf de la guerre, là, des fois aussi, là, de rendre ça trippant, ce cours-là. Donc, le déclic, développer les habiletés, voir les fils invisibles de la société, c'est une image qu'on retrouve dans l'ouvrage que j'aime beaucoup. Puis, cette idée-là d'être ludique, de faire triper avec l'équipe. Donc, il y a une collègue, moi, c'est comme je disais, je n'ai pas des élèves encore pour l'instant, mais j'ai une ancienne collègue qui en a cette année et qui a déjà utilisé, mobilisé les activités qu'Étienne a faites avec vous ce matin avec ses élèves. Donc, le truc avec les joueurs de hockey,
Donc, c'est correct qu'au début, avant même d'entrer dans les thématiques ou des choses comme ça, d'avoir cette amorce-là, le petit déclic, de commencer d'ouvrir les yeux des élèves, c'est un petit moment qui est bien investi pour qu'après ça, ils te suivent. C'est la première impression au début d'année, de faire comme « Wow, OK, ce cours-là là, va m'aider. » Ils ne veulent pas se faire, excusez l'expression, mais bullshiter, les élèves. Là, ils sont heureux quand on leur donne les outils pour lire le réel de façon plus claire. Donc ça, c'est une bonne amorce, puis ça a bien fonctionné. Puis il avait fait le même exercice qu'Étienne a fait aussi avec les prénoms, en disant que, genre, je peux lire dans votre esprit, là, d'une certaine façon, je sais déjà qu'est-ce que vous allez choisir, puis là, les élèves sont comme « Wow! » Donc, moi, j'étais, dans ma carrière, très intéressé par la ludicisation, la motivation. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui motive à apprendre. Et ça, c'en est une approche qui est vraiment très stimulante pour bien des gens comme ça, même des gens qui s'y intéressent pas nécessairement, de commencer avec la question, puis là, ils veulent régler ça, puis d'embarquer. Donc, c'est vraiment une bonne stratégie. Tu invitais les gens à travailler sur la méthode pédagogique. Là. J'ai bien hâte de lire l'article. En tout cas, si tu cherches une idée pour tome 2, là, puis des questions directes de CCQ, là, une question par thème, en tout cas, on s'en reparle. Donc, comme je disais, le dossier documentaire, au début, il sera peut-être pas top-notch, mais à chaque fois qu'il va y avoir des articles qui vont débarquer, tu vas venir bonifier ton truc. Des fois, ça va être, j'ai l'impression, tes meilleurs élèves de la première année qui vont venir raffiner ta question, qui vont venir raffiner tes trucs pour que ça s'améliore d'année en année. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses comme, cette question-là, je l'écarte ou je la reformule. Donc, on a cette liberté-là avec le programme quand même, quand on reste dans le développement des compétences et les thèmes annualisés. Donc, après ça, on peut s'amuser nous-mêmes. Puis quand c'est trippant pour le prof, bien souvent, c'est trippant pour l'élève. Fait que, pour conclure, c'est vraiment ça qui m'a fait capoter. Puis on parle aussi dans l'ouvrage, mais cette idée-là de partager la passion, de montrer l'intérêt puis la pertinence du regard sociologique aux élèves. Donc, pour terminer et transformer la maxime de Diderot, je dirais, hâtons-nous de rendre la sociologie populaire. Alors, on va procéder. Mon Dieu, t'es grand. On va procéder à l'échange, la période de questions. Je vais inviter Étienne aussi, s'il veut venir se joindre à nous en avant. On va avoir comme une espèce de petit panel. Mais avant, Hélène, elle s'est présentée, elle a dit qu'elle était sociologue. Elle est aussi très humble. Je voulais donc vous dire qu'elle aussi, elle s'est commise et elle nous donne accès à un ouvrage qui va aussi dans le sens d'aller outiller notre boîte à outils. Le titre, c'est « La longue marche de l'égalité au Québec, sexe, genre et féminisme ». Donc, c'est dans notre tirage aussi. Si vous voulez en parler à Hélène. Alors, comme tantôt, le micro va se promener. Vous levez la main, puis voilà. Oups. Tiens, je baisse. Pourquoi êtes-vous si Bonjour, Caroline Caron, Mont de la Salle Laval. J'ai une question qui nous turlupine avec mon équipe à l'école. On essaie de faire nos deux compétences, mais c'est difficile parfois de les distinguer. Je suis très contente, Hélène, Madame Charon, je ne sais pas à quel point on est familier, que vous ayez débuté en faisant le lien entre les deux parce que c'est notre grand défi. Parfois, on arrive, on fait comme, OK, on va faire telle chose. Par exemple, je fais une enquête sociologique, mais je demande des points de vue à des gens. Donc là, on bascule entre notre C1 puis notre C2 et on ne sait plus trop où les mettre. Donc, j'aimerais vous avoir un peu sur
En quoi est-ce qu'on peut les distinguer, ces deux compétences-là? C'est peut-être pas exactement dans le thème de l'atelier d'aujourd'hui, mais comme je vous avais, puis vous en avez abordé au début, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Sur C1, C2, moi, j'ai de la misère. Souvent, je fais comme, je vais le mettre au hasard sur ce que j'ai moins de points dans mes pondérations. Parce que je suis pas capable de les distinguer souvent dans le concret. Je pars avec ma C2, puis je tombe en C1, je bascule l'un de l'autre. Merci pour la question. Je pense que je vais me lever, puis je ferai compléter par mes collègues après. Une des difficultés qu'on a, c'est que quand avec l'ancien programme éthique et culture religieuse, on avait une conception de l'éthique qui incluait notamment tout le processus de documentation. Puis là, on a vraiment tenté de les séparer en deux pour clarifier ce qui relève de la construction de connaissances situées, là, puis ce qui relève du positionnement. Donc, quand on demande des points de vue, là, on pourrait les analyser sociologiquement, mais c'est plus tough un peu. On tombe souvent dans où est-ce que je me positionne, moi, comme élève, par rapport à une question. Souvent, ce à quoi il faut qu'on se rattache, c'est notre question de départ. Une question de compréhension va t'amener à une interprétation, tu sais, avec des données, tandis que si tu poses une question sur ce qu'on pense de quelque chose, donc comment tu te positionnes par rapport à une prise, par rapport à une action, un choix, etc., tu es en éthique. On l'a dit souvent au début, c'est que cet exercice-là, il est important à faire pour les enseignants autant que les élèves, en fait. Il faut être sûr, quand on élabore nos outils, nos situations d'apprentissage, qu'on comprend bien quand est-ce qu'on est en éthique, quand est-ce qu'on est en sociaux. Puis c'est pas une question facile, hein, parce que c'est une question qui traverse l'histoire de la discipline. Je l'ai dit un petit peu, mais depuis Weber, on se pose des questions. Qu'est-ce qui appartient aux politiques? Qu'est-ce qui appartient aux scientifiques? Puis cette frontière-là, elle est complexe, comme une tension, comme en éthique. Puis on cherche à faire cette distinction-là parce qu'on pense vraiment qu'il y a des savoir-faire, puis je dirais c'est ça, des opérations cognitives qui appartiennent à un et à l'autre et qu'on doit distinguer dans l'exercice de la citoyenneté même, puis particulièrement en ce moment où les élèves sont tellement habitués de se positionner sur tout, puis qu'on est dans un monde de chronique, puis que tout le monde donne son avis, de tirer un peu vers la première compétence, ça nous apparaît vraiment important. Mais ce n'est pas un exercice facile. Fait que je vous ramène à la page du programme où on a essayé vraiment de placer quand même la complémentarité et la distinction entre les deux compétences. Retournez la lire, c'est une page, ça devrait quand même aider. Nous-mêmes, hein, on se rapporte au programme qu'on a écrit régulièrement pour venir se rassurer sur les distinctions qu'on fait. Puis en général, on est content des réponses qu'on trouve. Fait que, on espère que c'est la même chose pour vous. Moi, j'ajouterais... tout ce que Hélène dit, c'est bon. Je vais le dire dans d'autres mots, peut-être, là. Mais, tu sais, en C1, avec les élèves, on se demande qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu prends n'importe quel objet d'étude, n'importe quel concept dans le programme. En bon français, il y en a qui disent qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis plus de l'école qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça, la démocratie? Qu'est-ce que c'est ça, la participation sociale? C'est quoi les relations amoureuses à l'adolescence au Québec? Tu sais, à quoi ça ressemble? C'est quoi les dynamiques qu'il y a là-dedans? On va aller voir ça. Le but, c'est de comprendre ce qu'on est en train d'étudier, mettons, le système démocratique au Québec puis au Canada aujourd'hui. C'est un jour pour en parler quand même. Après ça, en C2, on se demande qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que les gens pensent de ça, le système démocratique? Est-ce qu'on devrait abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans? Est-ce qu'on devrait... Tu sais, est-ce qu'il y a des modifications qui sont à faire? Peu importe les questions qu'on va se poser, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Là, on bascule du côté de la C2. Puis après ça, on peut jouer. On n'est pas obligé de commencer avec la C1 puis de dire on va comprendre, puis après ça, on va se poser une question. On pourrait avoir une approche pédagogique où on vient inverser ça. On se pose une question. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis après ça, on va se dire, OK, maintenant que vous avez pris position là-dessus, bien, on va aller voir, on va essayer de mieux comprendre. Puis on reviendra à la fin peut-être sur la question éthique, sur vos réponses que vous avez faites. Est-ce qu'il y aurait des modifications maintenant que vous le comprenez différemment? Ça, il y a une assez grande liberté, mais je pense que ce qui est important, surtout au début, avec les élèves en secondaire 1, mais en année d'implantation, puis pour vous, c'est de bien segmenter les deux pour commencer, puis on fera après ça on ira dans la fantaisie de les mixer un peu, mais il faut commencer en les séparant bien, parce que sinon on risque une confusion des genres, de soi-même
pas être capable de distinguer C1, C2, mais aussi, surtout, pour les élèves. Juste rajouter, c'est pas la première fois qu'il y a cette confusion-là, mais c'est particulier au monde de CR. On a des profs qui arrivent d'autres disciplines, qui arrivent en CCQ où ça devient plus évident. Je pense justement parce que pendant 15 ans, c'était culture religieuse et en éthique, ben là, on n'avait pas le choix d'aussi comprendre les sujets dont on va se parler, en plus de faire des questionnements éthiques. Puis il y avait même quand tu regardais des formulaires d'ECR, que des questions éthiques, c'était des questions de compréhension, ce n'était pas des questions éthiques. Fait il y a tout ce mélange-là qui est dur à défaire quand ça fait 15 ans que tu pratiques dans cette fusion-là, de recommencer à zéro et de faire comme... Et pourtant, c'est ça. Je pense que c'est un élément clé, comme tu disais, au début, pour nous, au départ, comme pédagogue, mais pour les élèves, au premier cours, de faire la chose. Regarde, là, pas de jugement de valeur, là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vrai. On essaie de comprendre vraiment. Puis éventuellement, on pourra se poser, si vous commencez en C1 par exemple, on va se demander qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, je pense que moi aussi, je serais de l'école de vraiment les séparer le plus possible pour que ce soit clair dans la tête des élèves. Bonjour. En tant que personne qui n'a jamais eu de cours de sociaux au cégep puis tout ça, je passe des centaines d'heures, un petit peu comme vous avez dit tantôt, à lire, puis essayer d'avoir du stock pour mes dossiers documentaires. Est-ce que vous avez des suggestions de banques de données où il y a comme une espèce de concentration d'articles de sociologues auxquels je peux m'abonner, même si je ne suis plus une universitaire? Parce que ça, je pense que ça m'aiderait beaucoup que d'aller dans ma petite bibliothèque de région puis d'essayer de voir ce qu'il y a là. Merci. Bien, je vais commencer, puis vous pourrez compléter. Moi, je m'amuse là, tout le temps. On est reparti de zéro, dans le fond. Il n'y a pas beaucoup de choses que je me suis dit que je conserverais. Je suis reparti de zéro là, avec CCQ, puis je construis justement une banque de données d'articles d'actualité, si on veut. Là, j'ai mon radar habituel quotidien que je lis, puis s'il y a des choses intéressantes, je les classe progressivement par année, par thème, tout ça. Puis sinon, dans les données, il y a plein de rapports qui sortent. Là. C'est quand même assez incroyable la quantité de choses qui se publient au Québec sur des données actuelles, sur des sujets qui sont en lien avec le programme. Mais l'Institut de la statistique du Québec, à chaque semaine, 2 fois par semaine, envoie des mises à jour sur des dossiers, puis c'est vraiment intéressant. Après, il n'y a pas nécessairement une source où on va tout retrouver, mais des fois, c'est le réflexe aussi de... Quand il y a un article qui sort dans le journal puis qui disent qu'il y a un nouveau rapport qui est publié sur les... Là, j'invente, là, sur les relations amoureuses à l'adolescence, bien, je fais le extra mile. Là. Tu sais, je fais le bout de plus, puis je fais « Ah, c'est tel groupe de recherche. » Je le cherche, puis on y a accès. Puis souvent, ils sont mis en page assez bien fait. On pourrait prendre 1 ou 2 pages dans les rapports, puis ça marche assez bien. Fait que c'est de faire ce petit exercice-là, de construire tranquillement, pas vite, parce que pour l'instant, j'ai pas vu une banque qui répond bien, surtout pour avoir des choses adaptées pour les élèves. Après, il y a plein de revues. Si on va sur Érudit, il y a des choses qui existent. On a accès à des revues. Au Québec, moi, j'aime bien la revue Sigui qui existe aussi, qui est une revue de sociologie, que c'est des articles de 2, 3, 4, 5 pages, mais c'est pas nécessairement toujours exploitable avec les élèves, sauf que ça peut donner des idées. Il y avait un thème sur le dégoût, justement. Ça s'appelle Sigui, S-I-G-G-I. Puis honnêtement, c'est... J'adore ça. Là. J'ai reçu l'édition du printemps il y a quelques semaines, puis j'aime beaucoup ça. Mais il y a un travail à faire parce que ça n'existe pas là, au complet. Sinon, il faut aller voir vers les autres organismes publics qui sont souvent producteurs de données plus globales qui nous permettent de les utiliser plus facilement. Il y a des observatoires aussi dont le rôle, c'est de faire du transfert de connaissances entre les universités puis différents milieux de pratique. Donc, Observatoire des inégalités, là, il va en avoir un sur la démocratie, liberté d'expression à Chicoutimi. Il y en a plein. Des petits ouvrages en sociaux, pas aller trop vers des trucs spécialisés rapidement parce qu'on peut se perdre très, très facilement, mais des petits ouvrages synthèse qui vont nous permettre quand même de faire un peu rapidement le tour d'ensemble puis de voir surtout les questions de fond qu'on se pose à travers cette discipline-là. C'est ça qui nous permet après ça de nous raccrocher peut-être à certaines choses qu'on va lire là, qui sont plus dans les journaux, dans les magazines.
Mais globalement, là, c'est vraiment les grandes stratégies. Puis pour les concepts, ben, les dictionnaires spécialisés qui sont parfois disponibles en ligne. Il faut voir aussi à s'abonner à la BANQ qui nous permet d'avoir accès à un paquet de choses. Donc, de commencer avec les dictionnaires spécialisés pour des entrées universalistes, n'importe quoi qui vous donne, en une page ou deux, quand même un grand portrait. Puis ensuite, on peut aller chercher des informations plus empiriques pour le Québec dans les grands organismes publics pour commencer. Puis, je n'ai pas l'adresse du Saint Graal non plus, mais quelque chose qui est génial maintenant, c'était peut-être moins les pratiques en 2007, c'était moins facile. Il y a le Café 14, l'ensemble des CP, des réseaux. Donc, les gens, ils développent des dossiers pour des activités des fois, mais ils commencent à cumuler. Fait que moi, j'invite vraiment là, fortement au partage entre tout le monde. C'est pas à tout le monde de recommencer la même affaire dans chacun pour soi. Là, donc, même si vous le faites, peut-être de le faire monter à votre CP pour que ça partage aux autres enseignants du CSS, du Québec. Donc, je pense qu'ensemble, là, la gang de la salle, là, on peut construire des beaux dossiers. Puis après ça, c'est à nous, comme pédagogues, d'aller élaguer, de faire OK, moi, je vais leur donner. C'est ça aussi, c'est important de ne pas juste les lancer sur l'Internet. Là. Donc, de faire ces choix-là, c'est correct. Là. C'est ça qu'on veut faire. Là. On veut pas qu'ils partent comme ça. Donc, on fait cette décision-là. Mais je pense qu'il y a un beau potentiel de partage là, entre les pédagogues. Fait que ça commence, là, puis ça va se construire. Benoît de l'Outaouais, deux petites remarques. Une, c'est que je pense qu'on peut clarifier la distinction entre les deux compétences en abordant le même sujet avec les deux compétences. Puis la question, c'est dans quel ordre on le fait. On peut partir d'une question de type phénomène culturel. On se demande c'est quoi, comme le cas des Kevin. Puis là, on arrive à la conclusion qu'il y a juste 2 Kevin sur 1000 qui deviennent médecins. Ça, c'est sociologique. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut se demander, mais est-ce que c'est une injustice? Qu'il y ait juste 2 Kevin sur 1000 qui deviennent médecins. Si c'est une injustice, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour combattre cette injustice-là? Libérons les Kevin, là, tu sais. Donc, mais on peut aussi le prendre par l'autre bout. On peut partir de quelque chose qui est une injustice de façon assez évidente pour tout le monde, puis se demander, mais comment ça se fait que cette injustice-là existe? Puis là, on embarque dans la démarche sociologique pour essayer d'expliquer pourquoi on a la situation injuste qu'on a déjà observée. Tu sais. L'autre petite remarque, c'est que peut-être pour se sécuriser, là, ça c'était le mot de l'année passée, quand on va faire des démarches d'enquête avec les élèves, on ne va pas toujours arriver avec une conclusion aussi frappante que si tu es né au mois de janvier, tu as des meilleures chances d'aller dans la Ligue nationale que si tu es né au mois de décembre. Des fois, la conclusion de la démarche de recherche, ça va être, non, il y en a, c'est correct. Il n'y a pas quelque chose de bizarre là. L'important, c'est que la démarche soit rigoureuse, puis que les élèves arrivent à la conclusion que, en fait, il n'y en a pas d'injustice là-dessus, ou il n'y a pas quelque chose d'étrange. Là. C'est sûr que c'est plus le fun, c'est plus excitant quand il y a quelque chose de bizarre. Mais des fois, les élèves vont peut-être se poser des questions sur quelque chose, puis arriver à la conclusion que, en fait, tout le monde est à peu près égal dans cette situation-là. Il ne faut pas trop se mettre de pression, de se dire il faut que je fasse quelque chose d'aussi excitant que ce qu'il y a dans le livre d'Étienne. Non, absolument. Puis on veut que les élèves concluent souvent qu'il y ait plus de recherches sont nécessaires. Là. Des fois, quand on pense, OK, maintenant, tu vas expliquer ça. OK, c'est pas parce que tu as travaillé 3 semaines sur un sujet puis je t'ai aidé que tu es capable d'expliquer un phénomène social, culturel. C'est un cours de nuances puis des choses. Fait que, on veut qu'ils gardent cette idée-là de OK, regarde, maintenant, j'en connais davantage, une compréhension enrichie, mais il me reste encore plein de choses à apprendre. Puis la culture, ça se modifie. Puis il faut que j'y revienne constamment. Même chose avec le positionnement en C2 sur les points de vue. C'est important de ne pas faire comme voici ton point de vue. Maintenant, en secondaire 4, tu as décidé qu'est-ce que tu pensais de ça, puis tu as évalué ton point de vue. Moi, c'est ça que je pense. Donc, de développer cette idée-là d'itération, de continuellement se poser que la réflexion, c'est une compétence, c'est un processus. C'est quelque chose qu'on enclenche pour la vie citoyenne de l'avenir. Fait que d'arriver à des apories un peu, à des trucs comme ça, de quand, OK, j'en connais davantage, mais il n'y a pas rien qui me révèle un grand secret de la vie. Il faut savoir alimenter ça aussi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que une des choses que je n'ai pas dit tantôt, c'est que la pensée sociologique, souvent, on dit que c'est une pensée qui est dénaturalisante. Fait que ça peut être pas extraordinairement étonnant comme conclusion,
Mais déjà, de réaliser que ce que tu penses être un phénomène individuel n'est pas qu'un phénomène individuel, c'est beaucoup, puis c'est étonnant en soi. Parce que c'est tellement fort, l'illusion naturaliste, dans notre société, que quand on est capable de cibler justement des croyances très naturalisées, puis qu'on vient les déconstruire avec les élèves, puis ça peut porter sur le genre, évidemment, mais sur plein d'autres choses, là, il y a comme ce phénomène dont je parlais tout à l'heure de « Hein, c'est pas juste ce que je pensais, mais il y a vraiment quelque chose qui se révèle qui est de l'ordre justement d'un accès à à une structure, à des régularités, à des tendances qui étaient invisibles. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, puis c'est ça qui donne l'impression aux jeunes, finalement, que, pas qu'on leur a caché quelque chose, mais qu'il y avait quelque chose de caché qu'ils viennent de découvrir. Puis c'est plus puissant qu'on le pense. Quand on se met à le faire, on réalise à quel point c'est ça change la vie, en fait. Parce que ce que vous allez vivre, c'est-à-dire vous mettre à avoir des relations sociales partout, bien, quand les élèves se mettent à le vivre, c'est la même chose. Ils vont en voir partout, puis là, ça change leur regard sur le monde. OK. Bonjour, Martin Tremblay. Full patch, c'est SSMV pour le congrès. Une petite... oui, c'est ça? Non. Avec la gang de Tana. Donc, pour faire suite, par rapport à la pression, justement, je sens qu'on sent une pression d'avoir des dossiers documentaires hyper élaborés avec plein de données scientifiques. Mathieu t'expliquait que, dans le fond, on peut poser la question « que c'est ça ?» Puis ça m'a surpris que tu n'as pas suivi avec ton fameux « après ça, je veux pas juste le savoir, je veux le voir ». Donc, le réel se trouve tout autour et pas juste dans les données hyper scientifiques. Je voulais qu'on fasse peut-être la distinction entre sociaux qui va arriver au cégep puis à l'université versus CCQ. Est-ce que dans la C1, je devrais même dire que c'est une question sociologique ou c'est une question de recherche qui m'amène à comprendre? Je te passe la parole après, Mathieu, mais effectivement, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans le titre, parce qu'on ne voulait pas qu'on se mette à faire de la socio comme on le fait au collégial puis à l'université. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment le mode de pensée. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, parce que quand on commence, là, on va avoir tendance à prendre des documents très gros, très lourds. Puis plus on va être habile avec les savoir-faire de la compétence, plus on va pouvoir prendre un tableau de données statistiques avec une petite observation par ailleurs, puis on va avoir des dossiers documentaires assez simples qu'on va pouvoir travailler avec les élèves. Tout est dans le lien que nous, on va être capable d'établir entre ces documents-là pour les faire parler avec l'analyse sociologique. Tu sais, tout à l'heure, Étienne disait que c'est de l'analyse guidée. Il faut le problématiser. Notre question, il faut qu'on soit capable d'y répondre, nous, puis qu'on ait les bons éléments pour que les élèves puissent arriver pas juste à une conclusion, mais à des conclusions pertinentes avec ce qu'on a entre les mains. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être fait juste avec des petits dossiers documentaires. L'important, c'est vraiment les savoir-faire de la compétence et non pas la quantité de documents qu'on a dans nos dossiers. L'important, pour terminer, c'est de ne pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Donc, avoir une observation limitée avec ce qu'on a entre les mains, c'est super correct, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas de généralisation abusive, on ne veut pas aller plus loin que ce qu'on est capable d'avoir, mais c'est ça qu'on veut que les élèves développent, qu'ils soient capables de se dire, j'ai des statistiques devant moi, il y a des élections, mais qu'est-ce que je peux faire dire à ces statistiques-là? Ils sont construits comment? Qui les a produits? Puis, qu'est-ce que je ne peux pas faire dire à ces statistiques-là? C'est ça l'esprit, en fait, du programme. Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter après ça, mais... Mais quand même, sur les dossiers documentaires, ça vaut la peine qu'on insiste sur ça. C'est correct qu'on construise déjà un dossier documentaire restreint. Ça n'a pas besoin d'être 8 pages. Là, si vous comparez, mettons, avec ce que vous avez vu, je sais pas, dans un examen d'univers social, histoire 4e secondaire, puis là, il y a un gros documentaire, là, tu dis, attends, il faut que je prépare ça.
Bien, pas nécessairement. Là. Ça peut être une page avec justement des petits documents. Puis c'est correct d'orienter le travail de recherche des élèves. Il faut un peu, puis là je vais le dire en anglais, mais framer le travail. On a une intention pédagogique, on veut problématiser, on veut les amener à comprendre un élément, ou peut-être qu'il va y avoir différentes interprétations, mais c'est tout à fait correct de structurer ça plutôt que de les envoyer, puis ça peut se faire aussi. Mais rechercher sur Internet, mais il y a tellement de choses sur Internet que ça devient vraiment de mettre quelqu'un dans une mer, les élèves dans la mer, puis là, arrangez-vous, tandis qu'on peut leur construire un couloir de nage, hein, quand même, raisonnement par analogie, et puis, puis on les oriente dans une direction, puis c'est correct, puis après ça, on peut même leur dire « Hey, là, je vous ai envoyé dans cette direction-là, mais il y a d'autres éléments que j'ai pas pris en considération, que j'ai pas mis dans le dossier documentaire, parce que là, ben, l'objectif, c'était celui-ci, puis c'était de comprendre tel élément, donc d'expliciter notre intention pédagogique avec les élèves. Rapido, presto, on conclut, mais je veux dire, l'évaluation des savoirs, tu sais, au départ, la composante, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, le fact-checking ou des trucs comme ça, mais c'est beaucoup plus large que ça, l'évaluation des savoirs en CCQ, c'est savoir avec quoi je travaille, comment ces données-là ont été construites. OK, ça, c'est un album jeunesse que je peux mobiliser, une série télé, toutes les formes de médias, tout ce qui appartient dans le dossier documentaire, de développer cet esprit critique avec les élèves, de comme avec quoi je travaille, comment je peux le mobiliser, qu'est-ce que ça peut faire dire. Donc, peut-être, je sais que Lynn arrive, mais juste pour le mentionner, vu qu'on avait fait glisser un petit carton dans les pochettes, les sacs des participants, sur lequel il y a 5 directions du ministère de l'Éducation qui ont collaboré. Puis il y a des codes QR, donc il y en a un, si vous le scannez, vous arrivez sur toutes les formations qu'on a données et enregistrées et mises en ligne depuis 2 ans maintenant. Il y a un lien vers une formation qui est offerte gratuitement sur les perspectives et réalités autochtones. Il y en a une sur les formations offertes par Tel Jeune. Il y en a une vers le site de Constellation, donc ce qui touche la littérature jeunesse. Puis il y en a un aussi vers les manuels didactiques approuvés. Donc un petit outil facile pour conserver voilà, dans votre arsenal.